Merci, professeur Agader. Justement, il m'a été demandé de traiter la carence en fer chez les prématurés. Donc, sans trop tarder, je vais commencer par une vignette clinique. Donc, en fait, c'est un nouveau-né de sexe masculin, de mariage non consanguin, qui a été admis dans une unité de néonatologie, une unité régionale, à H2 de vie, nous a été adressé par la suite. Donc, il avait une détresse respiratoire néonatale sur prématurité de 28 semaines. La corticothérapie a été reçue. La maman, elle est âgée de 33 ans. Elle était 5e geste, 5e part, avec une notion de fausse couche, une fille décédée à l'âge de 13 ans pour tumeur cérébrale non documentée. Elle était de groupe O+. Elle avait une anamnèse infectieuse positive avec une notion de RPM de 22 heures. Et la grossesse actuelle était gémellaire, dite suivie au centre de santé. Elle a accouché par voie basse et le deuxième jumeau était décédé in utero. À la naissance, donc ce bébé, il avait un Apgar à 5 dixièmes, passé à 8 dixièmes. Et puis, pardon, j'ai trop, voilà. Donc, à l'admission, il pesait 1 kg pour une taille de 39 cm. Normalement, le poids à 28 semaines devait être à 1,3 kg. Donc, il était petit pour son âge gestationnel. Il était pâle, hypotonique, hyporéactif. Donc, c'est ce qu'on a reçu sur le compte-rendu de son admission à l'unité régionale. Donc, bilan malformatif négatif. Et il avait une radio normale, une bonne saturation sous lunette à oxygène à admission puis sevrage. Il avait présenté une infection à foyer méningé. Et les 3 ETF réalisés étaient normales. Le premier bilan, donc il y avait une hémoglobine à J1 de vie à 12 grammes par décilitre, passé à J3 à 10,8, puis à 10 à J5 de vie, et puis à 8,5 à J10. Il était stable, mais quand il est arrivé à 8,5, il avait une faible TT. Là, à côté, il y a des courbes qui montre l'évolution du taux d'hémoglobine selon l'âge et bien sûr selon les mois de naissance et le taux de réticulocytes pareil. Et on va voir que plus on est prématuré, plus on est en petit poids, plus le taux d'hémoglobine est bas. Et donc, pour les réticulocytes, c'est un peu inversé. Donc, regardez là donc les courbes. Donc, surtout pour les 1 kg, 1,5 kg, notre bébé, il faisait 1 kg. Donc, il y a un papier qui a été publié par l'équipe de CASA concernant l'anémie du nouveau-né, mais là, ça ne spécifie pas le prématuré, mais c'est le nouveau-né en général. Donc, l'évolution du taux d'hémoglobine et d'hématocrite en fonction de l'âge, donc que ce soit au niveau du sang du cordon ou alors après, c'est-à-dire après la naissance. Donc, les plages de référence pour les principaux paramètres du statut en fer chez le nouveau-né à terme et prématuré, donc ils changent. Donc, il y a un papier qui a été publié dans ce sens et vous allez voir qu'il ne faut pas se fier juste au taux d'hémoglobine. Donc, il y a d'autres paramètres à prendre en considération. Donc, le volume globulaire moyen, bien entendu. Il y a les récepteurs solubles de la transférine. Il y a la ferritinémie. Et il y a le ratio, justement, le rapport protoporphyrine-zinc sur l'hème et l'équivalent d'hème avec les réticulocytes, bien entendu. Et vous allez voir que, justement, les données qui ont été publiées, au niveau du sang du cordon, on arrive à avoir quand même des plages. Par contre, au niveau du sang capillaire, 72 heures après la naissance, ces plages, elles vont manquer chez le prématuré. Donc, les données existantes, elles parlent beaucoup plus du bébé à terme par rapport au bébé prématuré. Donc, si on revoit les facteurs de prédisposition à l'anémie néonatale, il y a des facteurs de contribution à l'anémie qui sont physiologiques. Il y en a d'autres qui sont non physiologiques. Donc, les facteurs physiologiques, donc, parmi ces facteurs, donc, il y a la croissance corporelle rapide. Il y a bien sûr les taux plasmatiques de l'érythropoïétine qui sont bas. Il y a les facteurs cardiovasculaires, systémiques et locaux. Pour ce qui est des facteurs de contribution non physiologiques, il y a les prélèvements sanguins qui sont quand même assez fréquents. Il y a l'inadéquation des apports nutritionnels en matière de protéines, vitamines et calories. Il y a les autres pertes, que ce soit hémorragie ou autre, et bien sûr l'infection et sepsis. Donc là, justement, c'est un article qui parle des facteurs de risque de l'anémie chez le prématuré entre 35 et 35 semaines. Et vous allez voir que parmi les facteurs de risque les plus parlants, il y a la gestationnelle. Donc normalement, plus on est prématuré et plus on a cette prédisposition à l'anémie. Il y a le petit poids par rapport à la gestationnelle. Donc regardez la p-value. Et puis il y a le taux d'hémoglobine moyenne à la naissance, avec surtout les prélèvements, que ce soit dans des tubes, des flacons normaux ou alors dans des microflacons. Même avec des prélèvements dans des microflacons adaptés au nouveau-né, on va se retrouver quand même avec une prédisposition à l'anémie.
Donc, les indicateurs cliniques de déséquilibre en fer chez les prématurés à différents âges, donc vous allez voir qu'il y a des indicateurs qui vont déjà, par exemple, le taux de ferritinémie, donc c'est un indicateur de carence en fer. Par contre, le taux d'hémoglobine, c'est un indicateur de l'anémie qui est due à la carence en fer. Donc, vous allez voir qu'il y a des chiffres qui vont changer. Il y a aussi l'excès en fer qu'il faut prendre en considération par rapport à ces déséquilibres en fer chez les prématurés. Et donc, on a trouvé des chiffres, donc il y a des chiffres qui vont changer selon la naissance, à 2 mois d'âge, à 4 mois d'âge et 6 à jusqu'à 2 ans. Donc, revenons à notre vignette clinique. Donc, si on revoit justement ces facteurs prédisposants à l'anémie chez notre prématuré, donc c'était déjà la prématurité à 28 semaines, la notion de RPM qui est le facteur infectieux qui était là, le petit poids par rapport à l'âge gestationnel qui était de 1 kg, et puis bien sûr l'infection méningée qui est un facteur assez parlant. Là, pour les prélèvements, on a eu juste les prélèvements par rapport à l'hémoglobine, mais c'est sûr qu'il y avait eu beaucoup de prélèvements. Donc, la fréquence des prélèvements dans les unités de néonates, ça aussi, c'est un facteur prédisposant à l'anémie. Donc, à J12 de vie, ce bébé va présenter une anémie sévère avec une hémoglobine à 7,8. Donc, la dernière, elle était à 8,5, puis par la suite, 7,8. Il était difficile à piquer, et donc, il nous a été adressé dans ce sens au CHU, donc dans notre unité, à l'admission. Donc, regardez son état. Il était cachectique, il était pâle, une pâleur cutanéo-muqueuse généralisée, hypotonique, il refusait de téter. Donc, et bien sûr, là, on est obligé de penser, bien sûr, à la transfusion en premier lieu. Donc, quand on revoit les articles qui parlent de la transfusion, donc là, j'ai mis un peu les recommandations de l'HAS, qui date de 2014, et vous allez voir que même pour les recommandations de l'HAS, là, donc, ils parlent beaucoup plus des nouveau-nés d'âge gestationnel au-delà de 32 semaines et qui pèsent plus d'1,5 kg à la naissance et chez le nourrisson. Donc, vous allez trouver des accords d'experts selon des situations particulières. Par exemple, quand on est face à une cardiopathie congénitale cyanogène, les chiffres peuvent aller à 12 grammes par décilitre pour commencer à transfuser. On est dans des chiffres un peu plus larges quand on a des bébés qui ne sont pas stabilisés en réa, quand ils sont sous ECMO ou post-opération en chirurgie cardiaque. Et on est aussi au-dessous, c'est-à-dire on peut arriver carrément à 7 grammes par décilitre chez les enfants ayant une anémie sans signe clinique associé. Juste pour dire qu'on n'a pas de seuil fixe sur lequel on transfuse. Donc, c'est des seuils qui dépendent de l'expérience clinique des équipes, bien sûr de l'état clinique du nouveau-né. Et vous allez trouver qu'on ne peut pas se dire c'est sur ce seuil-là qu'on devrait transfuser ou pas. Donc là, parlons toujours des tableaux définissant le seuil. Donc là, c'est un papier qui a été publié en juin 2023. Donc parlons des transfusions des globules rouges chez les prématurés anémiques. Et il y a eu 2 grandes études qui ont été réalisées dans ce sens et qui ont comparé justement 2 groupes. Donc il y a selon le seuil transfusionnel le plus haut et le plus bas dans chaque groupe, en prenant en considération les strates de gravité critiques et non critiques. Est-ce que les bébés avaient besoin d'une assistance respiratoire? Est-ce que cliniquement, ils étaient bien portants ou pas? Et bien sûr, ils ont pris en considération, selon le seuil d'hémoglobine considéré, la déficience comme résultat principal, la déficience neurodéveloppementale à l'âge corrigé de 2 ans ou les décès avant évaluation. Donc l'article, justement, il parle des seuils qui variaient en fonction de l'âge postnatal ou de degré de la maladie ou de niveau d'assistance respiratoire. Donc, pour ce qui est de la prise en charge, donc notre bébé, il avait quand même une hémoglobine à 7,6. Donc, on l'avait mis sous gavage, il était dénutri. Première transfusion réalisée, le bilan de contrôle à 8,9. Et puis, après, il gardait une hémoglobine à 8,5 à J18, une légère amélioration. Et puis, à J21, il nous refait une hémoglobine à 7,8, donc il est hypotonique. Et là, on est obligé de faire une deuxième transfusion. Et on se retrouve avec une numération de contrôle à 9,7. On a commencé notre supplémentation en fer justement à J15 de vie parce que notre bébé, il a commencé à tolérer son alimentation entérale totale. Donc là, c'est un tableau justement compatibilité de sang à transfuser chez le nouveau-né, bien sûr en prenant en considération le groupage de la maman. Donc, pour ce qui est des recommandations de la Société scientifique en matière de supplémentation en fer, il y a l'Académie américaine de pédiatrie qui recommande chez les prématurés une supplémentation de 2 mg kg par jour de 1 à 12 mois. Il y a l'ESPGHAN, justement, qui a mis comme seuil 1 à 2 mg kg jusqu'à 6 mois pour les bébés prématurés présentant un léger faible poids de naissance. Mais ils ont trouvé qu'avec ces chiffres-là, c'est-à-dire avec ces doses-là, on a peu d'effets indésirables et on diminue le risque de détérioration des performances cognitives et comportementales ultérieures. Par contre, pour les prémas qui sont de petits poids de moins de 2 kg, un supplément était plus important, de 2 à 3 mg par kilo de fer qui était de mise.
Donc le moment optimal, donc le moment optimal de supplémentation en fer, justement, donc il n'y a pas de moment qui a été clairement défini dans les études qui ont été faites. Donc les recherches effectuées, que ce soit dans les bases de données PubMed ou Cochrane, pour identifier justement ce moment de supplémentation, n'a pas clarifié ce moment exact. Mais il faut dire que plus on est précoce en matière de supplémentation en fer, plus on a moins de taux de ferritine sérique et d'hémoglobine qui vont diminuer chez ces prématurés. Mais il faut quand même qu'on soit prudent par rapport à ce fer qu'on va donner, parce qu'il y a le risque quand même à long terme sur le développement neurologique. Donc à la sortie, notre bébé AJ38, il pesait 1,5 kg, une hémoglobine à 10,1. Il était autonome sur le plan nutritionnel. Donc on l'avait gardé sous supplémentation en fer et il a été revu une semaine plus tard avec une hémoglobine à 10,5. Donc, rendez-vous après un mois, donc 1,8 kg, hémoglobine 11,7. Ce n'est pas la perfection, mais quand même, c'est un bébé qui a été sauvé. C'est juste pour vous dire que dans notre contexte, on ne peut pas proposer grand-chose. Donc, les particularités du prématuré, donc il y a bien sûr le risque élevé de carence en fer. Donc, la croissance, donc c'est connu, un bébé prématuré, il y a ce facteur de croissance rapide, il y a l'érythropoïèse réduite, il y a les pertes sanguines qui est due au prélèvement qu'on fait d'une manière quand même assez itérative et fréquente. Donc, ça va entraîner quand même un stockage inadéquat de fer. Ça va réduire d'une manière très importante et rapide le taux d'hémoglobine. Et il faut se dire qu'il y a un point faible, c'est l'absence d'une norme de référence pour décrire cliniquement le statut en fer chez les nourrissons prématurés. C'est ce qu'on n'arrive pas à voir quand on fait les recherches bibliographiques. Donc, le rôle du fer chez les nouveau-nés prématurés, tout le monde le sait. Donc, le fer, c'est un nutriment qui contribue bien au développement cognitif chez le nouveau-né, au développement cérébral, bien entendu. Il a un impact bénéfique, que ce soit sur le développement neurocognitif, surtout vers l'âge de 5 ans, donc ça a été prouvé. Il est associé à des processus cellulaires qui sont critiques sur le cerveau immature. Et il faut savoir, ça j'ai insisté pour le mettre, que le cerveau néonatal est dans un état hautement métabolique. Il consomme quand même environ 60% de la consommation totale d'oxygène du corps, en le comparant au cerveau adulte qui n'en consomme qu'environ 20%. Donc, c'est quoi les effets de la carence en fer chez le prématuré? Donc, première des choses, la mauvaise croissance physique et bien sûr diminution d'immunité, mais le plus important, c'est surtout l'impact sur le développement du cerveau. Quand on compare les bébés à terme aux bébés prématurés, un bébé à terme qui a une carence en fer, il est susceptible d'être à risque de déficit cognitif, mais les déficits moteurs, on va les trouver beaucoup plus chez les bébés prématurés. Par contre, quand on revoit en matière c'est-à-dire de prédisposition à faire l'anémie, on va voir que les nouveau-nés à terme, chez qui la maladie va survenir au cours de la seconde moitié de la petite enfance, donc c'est ça le risque de carence en fer. Chez les bébés prématurés, cette maladie, elle va survenir tout au long de la petite enfance. Donc c'est ça la différence entre un bébé à terme et un bébé prématuré. Est-ce que le statut de fer chez la mère a son rôle? Ben oui, les nouveau-nés de femmes atteintes de carence en fer pendant la grossesse, donc les concentrations en fer sérique n'ont pas vraiment de valeur. Donc vous allez voir que c'est beaucoup plus le taux de ferritine, plus il est faible chez la maman, plus ça va indiquer des niveaux de réserve faibles chez ce nouveau-né. Il y a même certains médicaments qui vont intervenir dans le statut du fer chez le nouveau-né à la naissance, quand ils sont consommés, quand ils sont pris par la mère, genre corticostéroïdes. Est-ce que le mode d'alimentation joue son rôle? Ben, le lait maternel, on sait très bien qu'il est pauvre en fer, donc il n'apporte que 0,35 mg par millilitre. Et le taux d'absorption, c'est vrai qu'il est très bon, le taux d'absorption du fer dans le lait maternel, mais il n'est obtenu que 0,07 mg kilo jour de fer quand on est alimenté au lait maternel seul pour un prématuré. C'est pourquoi il y a le risque potentiel de développer une anémie ferriprive et donc la nécessité de supplémenter en fer et d'enrichir. Le retard du clampage du cordon, donc on ne peut pas parler d'anémie sans parler de retard de clampage. On sait très bien qu'il a toute sa place en matière de prévention, surtout chez les prématurés, de prévention de l'hémorragie intraventriculaire, de la réduction de l'incidence du sepsis tardif et bien sûr de la diminution des besoins en transfusion. Donc il est fortement recommandé. Donc un petit mot sur le métabolisme du fer et le développement cérébral des prématurés. Là, c'est une représentation schématique des processus et des voies impliquées dans
l'homéostasie et la régulation du fer dans le cerveau. Donc le fer, il va pénétrer à travers les cellules, donc j'arrive pas à utiliser le curseur, donc il va pénétrer dans le cerveau par la barrière hémato-encéphalique, le plexus choroïde, et là vous allez trouver des deux côtés, donc soit on est en déficit en fer, soit on est dans l'excès, et donc cette barrière, elle est facilement franchissable, donc il faut faire attention. Donc quand on est en matière de déficit en fer, donc il faut quand même faire attention, c'est des situations, il y a des facteurs de risque qui sont vraiment bien déterminés, donc soit des prélèvements qui sont abusifs, soit le sepsis, et l'excès, on va tomber dans l'excès quand on fait des transfusions quand même assez abusives, donc il faut quand même qu'on fasse attention à cet équilibre et à le garder. Donc l'homéostasie de fer et la prématurité, donc il faut savoir que les réserves en fer à la naissance dépend du stock, du fer stocké pendant la gestation, qui est étroitement lié au statut de fer de la mère, comme on a dit tout à l'heure, et qui est reçu pendant toute la période périnatale et qui va déterminer le taux d'hémoglobine en fonction du moment du clampage du cordon. Il faut savoir que les niveaux de fer à la naissance, ils vont prédire la carence en fer ou une anémie future pendant la petite enfance, et que les prématurés sont beaucoup plus justement prédisposés à ce stress oxydatif, raison pour laquelle ils sont prédisposés justement à avoir le fer qui est non lié à la transférine et qui va entraîner des effets délétères sur le cerveau. Donc ce fer peut provenir de fortes doses de supplémentation en fer. C'est vrai qu'il faut donner le fer quand il le faut, mais il faut garder le juste équilibre pour ne pas tomber dans l'excès. Attention à la surcharge en fer, surtout due aux transfusions. Donc les transfusions vont libérer le fer libre des globules rouges sénescents, donc ils vont faire qu'on va se retrouver avec du fer qui est excessif chez les prématurés. Ce sont des études qui ont été réalisées sur des bébés en post-mortem. Et les prématurés qui reçoivent davantage de transfusions pourraient non seulement remplacer les pertes par prélèvement, mais maintenir un certain niveau important quand même de concentration d'hémoglobine plus tard. Donc le taux de ferritine, elle augmente significativement au cours du premier mois après la naissance chez les prémas qui reçoivent de multiples transfusions. C'est pourquoi il faut être vigilant. Et le sexe aussi, on a le sexe masculin qui est plus prédisposé à faire justement cette surcharge en fer par rapport aux filles. Donc là, je ne peux pas passer sans parler de ce phénomène de ferroptosis. Donc là, quand on a une hémorragie, on a bien sûr libération d'hémoglobine, donc les globules rouges qui sont là, qui vont éclater. Il y a le fer qui se retrouve en excès. Ce fer qui va se retrouver en excès, il va s'accumuler. Il y a l'accumulation de fer libre qui va augmenter le risque de dommages oxydatifs et qui va entraîner une libération des radicaux libres qui vont endommager le cerveau, justement. La ferroptose, c'est quoi la ferroptose ou ferroptosis? C'est une voie de mort cellulaire et qui est dépendante du fer. Donc, comme quoi, le fer n'est pas juste, c'est-à-dire n'a pas juste le volet thérapeutique, mais il faudrait quand même qu'on fasse. Donc, il ne me reste pas beaucoup de temps, d'accord. Il ne me reste pas beaucoup de plaques non plus, parce que tu n'as pas vu, il n'y a pas de minuteur. D'accord. Donc, attention au risque du fer non lié aux protéines. Donc là, je vais passer rapidement. Quand c'est du fer qui n'est pas lié aux protéines, effectivement, il va augmenter le stress oxydatif et les dommages cellulaires. Il y aurait un risque accru d'infection. Il y aurait un dysfonctionnement de l'érythropoïèse, un risque de toxicité cérébrale, une aggravation de la rétinopathie du prématuré. Donc, toujours en matière de surcharge en fer, donc il faut faire attention. Donc, il y a, c'est vrai, le risque de retard de croissance. L'excès de ce fer libre va entraîner la pathogénèse d'hémorragie intraventriculaire avec des effets délétères sur le cerveau. Donc, j'insiste sur ça. Et elle est particulièrement, cette hémorragie intraventriculaire, elle est particulièrement fréquente chez les prémas, avec une morbidité et mortalité qui sont vraiment très, très importantes. Donc, rapidement, la place de l'EPO, les recommandations de la Société française de néonatologie. Le traitement avant 28 jours, il diminue significativement le nombre de nouveau-nés grands prématurés, de moins de 32 semaines ou moins d'1,5 kg, donc transfusés par rapport au groupe témoin. Le mode d'administration recommandé, c'est la voie sous-cutanée. Et bien sûr, prise en charge adaptée de la douleur. Là, c'est un groupe français qui a travaillé aussi sur la place de l'EPO, donc dans un but d'épargne transfusionnelle. Et là aussi, vous allez trouver juste une petite différence par rapport aux doses données. Et donc, on va quand même profiter de la présence de professeur Mkhtari pour nous dire l'expérience en matière d'EPO, parce qu'on sait que l'EPO n'existe pas au Maroc. Et puis, il y a eu une petite étude de controverse que je voulais citer, qui était contre, parce qu'il y avait quand même la douleur et le coût élevé, mais elle garde toute sa place en matière, justement, de prévention de l'anémie. Donc là, c'est une étude européenne à grande échelle qui a inclus 18 pays européens avec 597 unités de soins intensifs et qui étaient tous d'accord sur l'utilité d'utilisation de l'érythropoïétine par voie sous-cutanée. Donc ma dernière plaque, les messages clés à passer.
éviter les prélèvements sanguins fréquents et inutiles, privilégier les flacons pour microdoses, surtout pour les petits nouveau-nés, pratiquer le clampage tardif du cordon, et puis, ou alors la traite du cordon quand l'état du bébé ne le permet pas, et puis mettre à jour les seuils de transfusion si on arrive à le faire, encourager le respect des seuils et bien sûr, surtout décourager les jeunes résidents à transfuser abusivement, parce qu'on trouve des fois des transfusions abusives dans nos services, et puis peut-être travailler pour avoir l'érythropoïétine ici au Maroc, on ne l'a pas encore, et puis supplémenter en fer dans les normes et avec modération. Attention à la surcharge en fer, et merci pour votre attention. Merci.